Caribou, paix et amour sur vous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de venir étudier en France lorsqu'on vient d'Afrique. Donc pour cette vidéo, vous voyez que je suis accompagnée de 3 personnes qui vont se présenter. Donc moi, c'est Amel, coach professionnel, mais surtout intuitive et spirituelle parce que comme j'aime dire, les certifications, les diplômes, ça a été important, mais l'école de la vie, c'est mieux. Donc j'accompagne les femmes à guérir de leur amour-propre avant le burn-out et à trouver un équilibre entre elles-mêmes, leur foyer et leur vie professionnelle. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée du coup de Maïmouna, Rashmia et Sam pour évoquer un sujet qui est assez important. C'est-à-dire qu'on parle souvent justement de cette démarche, mais d'un point de vue assez administratif, c'est-à-dire comment trouver un visa, le financement, le logement, etc. Mais trop peu souvent, à mon goût, de tout ce que ça implique de quitter sa famille, de faire face à soi, à la solitude, aux responsabilités, à se découvrir aussi en tant qu'adulte, à la féminité aussi. C'est un peu tout ça que nous allons aborder aujourd'hui. Du coup, Maïmouna, je te laisse te présenter sur qui tu es, ce que tu fais, les études, pourquoi tu es venue ici. Ok, ça marche, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Maïmouna, donc j'ai 26 ans. Je suis arrivée ici en 2017 après l'obtention de mon baccalauréat, donc pour continuer mes études. J'ai fait 3 années à la Sorbonne en administration économique et sociale. Et ensuite, donc, je suis restée à la Sorbonne pour faire un master 1, toujours en ressources humaines. Et donc, je voulais ajouter une touche de digital à ce background 100% RH. Donc, je me suis inscrite dans une école qui s'appelle Unisystem pour faire 2 années de master en transformation digitale. Donc, j'ai fini mes études récemment. Et là, actuellement, je travaille en tant que chef de projet en système d'information RH. Ok, d'accord. Et toi, Rachmia? Donc moi je suis arrivée, déjà merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Rashmia, je suis arrivée en 2019 à la suite de mes études aux Comores et actuellement je suis à la fin de mes études en tant que spécialiste en communication et marketing pour le secteur du luxe. Qu'est-ce que je peux dire encore? Actuellement je travaille en tant qu'assistante de production pour un groupe de cosmétiques. Et actuellement, je suis en train de lancer mon agence pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans tout ce qui est lancement de leur marque et de leur entreprise sur les aspects en marketing et com. Ok, d'accord. Sam? Bon. Moi, c'est Sam. Encore merci encore pour l'invitation. Donc, je vois que je suis le plus ancien en France Ouais. de nous tous. Donc, moi, je suis arrivé en France en 2001. Je suis arrivé en France en 2001, donc assez mineur, assez jeune. Et je suis dans la sécurité des biens et des personnes, spécialement dans le luxe. Donc, j'ai pu travailler pour plusieurs grandes marques. Bon, on va pas citer les noms, mais bon, ils n'aiment pas être associés des fois. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je suis là. Donc j'ai fait collège ici, lycée, après un cursus assez particulier. Voilà. Ok, d'accord. Alors, là, le but, c'est que, bon, moi, j'ai mes questions, j'ai mon petit fil conducteur, mais c'est que ce soit un échange, c'est-à-dire que je ne suis pas maître de la parole. S'il y a des moments où vous voulez rebondir sur ce que l'un ou l'autre dit, vous posez des questions à l'un ou à l'autre, c'est libre. Le but, justement, c'est que ça s'enrichisse, qu'on apprenne, qu'on avance. À la base, je voulais justement apporter un point de vue purement féminin, qu'on apprenne justement à pousser un peu ce point-là aussi pour les jeunes sœurs qui vont arriver. Mais je pensais à ça, mais je me disais en vrai, ce serait super intéressant. Je me suis dit, ce serait intéressant justement d'avoir le point de vue, puisqu'on parle beaucoup de tout ça, et ce recul, cette maturité et le cheminement d'un homme aussi. Se rendre compte que on n'est pas confronté aux mêmes choses en fait dans ce chemin-là. Je pense qu'un jeune homme de 16 ans qui débarque et une jeune fille de 16 ans, voilà, ils avancent pas de la même manière. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est dans quelles conditions vous êtes venu? C'est-à-dire que, post-bac, vous l'avez précisé, mais est-ce que vous êtes arrivé tout de suite dans un logement étudiant? Vous étiez chez de la famille? Comment vous avez vécu votre première année? On est refait.
Alors, moi, je suis arrivée donc, en 2017, donc j'ai rejoint ma sœur, ma grande sœur, donc, qui était déjà là depuis 2011. Donc, j'ai rejoint la famille, je ne me suis pas sentie toute seule dès les débuts. Donc, j'ai été accompagnée par ma sœur. Je me rappelle même qu'elle m'avait amenée à l'université pour mon premier jour de cours. Donc, ouais, je ne me suis pas retrouvée toute seule. Ok. Et dans la première année, du coup, est-ce que justement le fait que toi, tu as eu la chance que ta grande sœur était là pour t'accueillir, euh, il y a eu ces moments, ces échanges où si parfois tu étais un peu perdu, où tu te posais des questions, où tu avais du mal peut-être avec, je sais pas, les nouvelles mentalités et tout, ben elle a su te parler, elle a su être là, te réconforter et tout ça. Oui, tout à fait. Oui. Je lui posais pas mal de questions par rapport à l'intégration et tout. Et donc, elle a toujours été là pour moi et elle m'a épaulée durant ses premiers mois ici en France. Et elle, ça faisait combien de temps qu'elle était là? Elle était là depuis 6 ans. Ah ouais. Oui, Ah, ça fait plus longtemps que... exactement, Ok, oui. d'accord. Ok. Et toi, Rachmia? Moi, je suis arrivée, bah, c'est tout le contraire, je suis arrivée pour être seule, mais quand je suis arrivée, il fallait chercher un appartement, parce que l'appartement que j'avais trouvé était un peu défectueux, donc il fallait chercher un autre appartement. Donc j'ai été pendant un mois en famille. Puis après, dès que j'ai trouvé un logement, bah, je suis partie m'installer toute seule dès le début. Et comment t'as vécu ça, du coup? Je me suis sentie beaucoup seule. Ça a été compliqué parce que tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas, les gens que tu ne connais pas. Quand tu rentres, bah, tu ne vois personne. Mais au début, ça a été très très difficile. Mais ensuite, je me suis dit, c'est l'opportunité de vraiment découvrir ma personne et de réellement en fait créer la personne que je serai demain sans avoir l'influence de qui que ce soit. Donc, Ça, c'est c'est ça. important, ça. Mais j'ai une question spécialement pour ça, plus tard. C'est le fait de se découvrir soi-même, Oui. avoir ce chemin, mais sans l'entourage, justement. Mais c'est très difficile. Ouais. Oui, on pense que c'est une belle opportunité, mais c'est compliqué. Parce qu'on se rend compte, en fait, on est un peu aussi face à ces démons qu'on cache et qu'on évite. Ouais. Et il faut apprendre à s'accepter pleinement avec ces démons et ces côtés positifs. Bon, moi, c'est assez particulier parce que je viens en France pour des vacances, tout simplement. Je viens pour des vacances avec mes deux sœurs, ma petite sœur et ma grande sœur. Notamment ma petite sœur qui était bien moins âgée, donc 9 ans, 10 ans. Et ma grande sœur qui était un peu plus âgée, qui a 18 ans par là, et moi 15 ans. Donc on arrive pour des vacances et faut savoir que 2001, on arrive en France, en 99-2000, il y a un coup d'État. Je suis de la Côte d'Ivoire pour la petite précision. Il y a un coup d'État, premier coup d'État de la Côte d'Ivoire. Donc quand on arrive en vacances pour un mois et chez des amis à mon père et j'étais accompagné de ma mère. Donc du coup, les amis de la famille ont dit le pays n'est pas sûr. En plus, on sortait du coup d'État, donc pas forcément de stabilité au niveau des études. Donc on proposait qu'on reste en France. Donc c'est comme ça on est resté en France. Donc D'accord. étant mineur, on n'a pas ce souci de papier, de tout ce qui est au niveau de la préfecture. Donc c'est inscription à l'école et tu vas à l'école et tu es signalé bien sûr au niveau de la préfecture comme étant un mineur sur le territoire français. Bon, les choses ont changé depuis, j'imagine. Ça doit plus être aussi facile que ça. Donc voilà comment je suis resté en France. Donc, troisième, je refaire ma troisième, voilà. Et du coup, tu étais chez la famille, toi, au début? Là aussi, c'est particulier parce que famille sens large africaine. Ouais. Ça veut dire ami de la famille. Ami de la famille. La particularité, c'est que moi, je suis parti d'un côté et mes sœurs d'un autre côté. Et la maman est rentrée. Donc ça veut dire que explosion. Ok. Et pas à côté. Hein. C'est mes sœurs d'un côté et moi d'un autre côté. Et c'est assez particulier. Quand à 15 ans, tu te retrouves chez des personnes que tu connais pas. Et voilà. Et ça a été jusqu'à ta majorité, du coup? Jusqu'à ma majorité. Jusqu'à mes 18 d'accord. ans où je suis rentré dans le même système un peu que... voilà. Ok. Et comment t'as vécu ça, en fait? Déjà, le fait d'être loin, enfin, de pas être avec tes sœurs et que c'était pas prévu, toi. C'est-à-dire que t'as dit au revoir à ton père hyper peut-être en mode... difficile.
On se revoit dans 2 mois, quoi. C'est hyper difficile, c'est limite une déchirure parce que tu t'y attends pas. Tu comprends que c'est pour la bonne cause. Ouais. C'est pour la bonne cause parce que voilà, tu viens d'un endroit où il y a tout le temps des grèves, il y a tout le temps des gens qui sont dans la rue. Donc tu comprends que c'est pour la bonne chose, tu comprends la chance parce que tu es quand même en France. Voilà. Tu es dans un confort ou voilà, donc tu comprends ta chance, mais d'un côté c'est dur parce que tu n'as plus papa, tu n'as plus maman, tu n'as plus personne. Ouais. Donc tu es obligé de. C'est une nouvelle personne qui naît. Ok. J'avais pas cette partie-là, moi. Et justement, c'est là où je voulais en venir. Face à vous-même, comment vous avez redéfini vos limites? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des croyances, des valeurs qui ont été remises en question? Cette transition, en fait, le fait de devenir vraiment une femme ou un homme, comment ça s'est fait? Moi, déjà, il faut savoir que je suis de confession musulmane et j'étais dans une famille non musulmane. Donc, à 15 ans, forcément, même si j'avais déjà mes connaissances via l'Afrique où tu apprends les cours coraniques et tout, mais du coup, tu prends une autre vie au fait. Parce que voilà, juste, je ne consommais pas d'alcool ni de porc, mais je vivais dans une famille chrétienne, assez chrétienne. Donc du coup, je suivais les préceptes chrétiens. Ça veut dire comme la prière avant de manger, par exemple. Donc c'est assez particulier. Et après l'école, et c'est vrai que ça, ça apprend à être une autre personne. C'est comme si tu devais, t'as joué un rôle parce que 15 ans, c'est assez particulier parce que tu es adolescent, ça veut dire que tu n'es plus un enfant et tu es à la porte d'être un adulte. Donc, du coup, tu connais déjà ta personnalité un petit peu, tu as tes habitudes. Donc, tu es obligé de briser cette habitude, surtout que tu n'es pas chez toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire comme si tu étais chez toi. Ouais. Donc, tu es obligé de jouer un rôle. C'est le mot que je peux trouver, jouer un rôle, au fait. Jouer un rôle, voilà. Ok. Après, tu t'adaptes. Et Il faut pour s'adapter. ouais. Très fort. Et Bon, si on n'a pas entendu, parce que l'être humain est fort pour s'adapter. et c'est à quel âge tu as commencé à vivre seul? Parce que entre 15 ans et 16 ans, jusqu'à 17 ans, je suis resté dans cette famille. Je suis parti dans une autre famille. Et de cette famille, on va dire, j'ai habité d'abord avec ma petite sœur, parce que du coup, on s'est retrouvés. On va dire 18 ans, 19 ans. Ouais. Ah, t'es parti Ça tôt, remonte ouais. quand même, ça remonte. Parce que là c'est des trucs qui datent d'il y a plus de 20 ans. Donc, Ouais. donc on va dire 18 ans, 19 ans. Ok. J'ai recommencé à vivre avec ma petite sœur. Ok. Là, vous avez vécu tous les deux ensemble. Tous les deux ensemble. Ok. Avec ma petite sœur. Ça va, ça se passait bien. Bah oui. Ouais. C'est plus pratique. Non, c'est ouais. Je pense qu'il y a eu une bonne éducation de mes parents déjà au préalable. Donc ça évite beaucoup de choses. On sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon. Ouais, t'as pas eu un moment où t'as retesté tes limites, quoi. Non, parce que l'éducation aussi, j'ai eu des parents qui étaient assez ouverts, donc avec lesquels je pouvais discuter de tout. Donc dès très jeune, je savais ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Ouais. Et je pense que c'est important. Ouais, ça c'est vrai que ça joue ça. Ouais, parce que souvent c'est quand on a été trop strict et Mhm. là ça y est, t'es lâché, tu te dis il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, Exactement. c'est moi et moi-même. C'est ce que je veux. Je fais ce que je veux et là c'est autre chose quoi. Ok. Et pour vous? Moi, pour ma part, en fait, il y a plein de choses. La première chose, c'est que quand tu arrives, tu as le bagage que tu ramènes aux Comores, des Comores à ici. Tu as le bagage qu'on vient te mettre par rapport aux limites des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont en fait leur vision des choses. Et tu as le bagage, on va dire, extérieur de personnes qui ne te ressemblent pas et qui viennent te l'imposer. Donc moi, ce que j'ai pu faire, ça a été de tout déconstruire. Tout déconstruire ce que j'ai ramené en venant ici, ce que j'entendais, ce qu'il y avait autour de moi, et de vraiment me dire qu'est-ce que moi je veux et en quoi je veux croire réellement sans pour autant être influencée toujours par les autres et par ce que les gens me disent. Pour donner un exemple, ça a été par rapport au voile. Moi, quand je suis arrivée, c'était la première chose sur laquelle on m'a fait un reproche.
Les gens autour de moi, quand je suis arrivée, m'ont dit il faut que tu l'enlèves, sinon à l'école, on va te refuser. Au travail, tu vas pas trouver de travail. Tu n'iras jamais loin. Et pourtant, 5 ans plus tard, toujours la même chose. Et on a réussi quand même à atteindre certains objectifs. Et ça a été en fait apprendre que, déjà comprendre ces gens-là, que c'est souvent ceux qui habitent ici, ils ont dû, d'une part, oublier un peu leur identité pour pouvoir justement s'adapter et être acceptés par tout le monde. Mais je pense qu'en 2024, c'est plus une chose à faire. Je pense qu'il faut accepter qui on est et se faire accepter pour qui l'on est, tant qu'on est dans le respect et qu'on est tout simplement ça. Et ça a été en fait accepter à comprendre ces gens-là qui, quand ils sont arrivés en France, ils ont dû adopter un comportement pour pouvoir s'adapter et ressembler entre guillemets à des blancs. Et se dire en fait, moi c'est quelque chose que j'arrivais pas à comprendre et que je n'accepte pas. Je pense qu'on doit juste apprendre à cohabiter tous ensemble. Ça, c'est vrai. Donc ça a été vraiment déconstruire. Comme je te disais, tu te retrouves face à toi-même, donc tu te dis, bon, on m'a dit qu'il fallait que je sois comme ci, il fallait que je sois comme ça, on m'a dit que les choses, ça se passe comme ci, comme ça, mais moi, comment je vois le monde, moi, comment j'accepte le monde, comment j'ai envie d'évoluer dans ce monde-là, et après, petit à petit, tu te construis, et plus les années passent, et plus les épreuves arrivent, et tu finis par construire la vraie personne que tu es, que tu veux être. Et là, quand tu dis ça par rapport au fil des années, en vrai, ça t'a pris combien de temps, tu penses, avant d'être un peu plus sûre et confiante de toi? Oh, ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que ça continue à prendre. J'ai encore des années devant moi où je vais mieux comprendre. Mais je pense que ça a été vraiment le pas qui a été vraiment déjà de prendre le choix de tout déconstruire et se dire, là, je vais me construire en fonction de moi-même et en fonction de personne d'autre. Ça a été vraiment, je pense que c'est le premier point. Et après, je pense qu'on va prendre le temps, en fonction des choses qui arrivent, de mettre ce qu'il faut mettre, tout simplement, parce qu'on va pas se dire on a tout compris de la vie. Il y a beaucoup de choses à apprendre et ça viendra au fil du temps. Mais oui, c'est vraiment arriver à se dire, ne pas écouter tout le monde, parce que vraiment, surtout par rapport au voile, ça a été vraiment tu ne vas aller nulle part. Et ça a été tellement une pression que je me rappelle le jour de la rentrée, on m'avait tellement mis la pression en me disant mais on va pas te laisser rentrer, que j'étais obligée d'écrire un mail pour demander si je pouvais y aller. Donc au final, le directeur m'a appelée pour me dire oui, il faut que tu l'enlèves, nanani, tout ça. J'ai dit bon, j'ai essayé pendant une semaine et puis à un moment j'ai dit écoutez, franchement non. S'il y a un problème, on en parlera, mais non. Et du coup, au bout d'une semaine, j'ai remis et j'ai mis en mode turban. Et j'ai dit s'il y a un problème, on en discutera. Et pendant 5 ans, je suis restée dans la même école et ils m'ont jamais posé de problème. C'est une école privée en plus? Oui, c'est une école privée. Ouais. Donc en fait, au final, des fois, c'est des pensées limitantes qu'on met. Et pourtant, pendant 5 ans, j'ai porté mon turban sans problème. On m'a jamais jugée, on m'a jamais critiquée. Il y a toujours des gens, voilà. Mais sinon, au final, ça ne m'a pas empêchée de continuer ma formation. Là où, en fait, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Mais, je vais rebondir un peu. Après, je vais laisser Maïmouna répondre. Et je demanderai aussi l'avis de Sam. C'est que là où je peux comprendre les personnes qui ont dit ça, même si moi, je vais toujours défendre, si tu veux garder ton voile, tu gardes ton voile, c'est que je pense aussi c'est générationnel. C'est-à-dire qu'une chose qui m'a beaucoup marquée auprès de vous deux, et c'est pour ça aussi que je voulais vous interviewer, c'est à quel point il y a une accessibilité maintenant à certaines choses et à certaines études aussi. C'est-à-dire que, il y a toujours des gens qui ont réussi à faire des grandes écoles, etc. Mais que ce soit ma génération, la tienne, je pense peut-être qu'il y en a encore moins. Mais par exemple, ne serait-ce que... En tout cas, moi, ma génération, par exemple, pour rentrer à HEC, c'était quand même des exceptions. Genre, moi, j'ai des potes qui ont réussi à rentrer, on se disait, oh, mais vraiment, c'est la fête. T'as pu faire une grande école, t'as pu faire ci, t'as pu faire ça. Mais on savait qu'elle avait charbonné de fou. Mes grandes sœurs, donc ceux qui ont la quarantaine, etc., n'en parlons même pas. Eux, c'était... Vas-y. Pour rebondir dessus, c'est vrai que moi, quand j'arrive en 2001, les attentats du 11 septembre, je suis en France. Et je peux vous jurer que le monde, il a changé. Le monde, il a changé, mais clairement. Ça veut dire que l'étranger, surtout d'origine maghrébine ou de Syrie arabe, on ne le voyait plus de la même façon. Et suite à ça, il y a eu aussi les émeutes qui ont eu lieu en 2005.
Et la vision de la France a complètement changé là. Donc à partir de là, déjà les portes qui étaient déjà fermées se sont encore plus fermées. Pour s'ouvrir un peu plus tard avec l'avènement des réseaux sociaux, de l'acceptation de soi, de l'autre. Mais il y a eu une période où entre 2001 et 2010 où ça a été vraiment compliqué pour un musulman en Occident, clairement. C'était vraiment compliqué. On est encore après 2010. Hein. Parce que moi, j'avais porté le voile en 2011 et c'était encore... C'était tu as une barbe, tu arrives, on te regardait comme ça. Ouais. Mais quand je dis comme ça, c'était pas le regard fuyant, non, c'était comme ça. Genre, il va faire quelque chose. C'était clairement ça. Alors là, j'en parle pas, les avions, c'était vraiment compliqué. Donc, c'est vrai que côté religion, il y a beaucoup de personnes qui voulaient avancer, qui ont fait clairement profil bas. Ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de ça, où tu sais que tu n'es pas chez toi, tu sais que tu es mal vu, et tu es obligé parce que tu veux gagner ton pain, tu veux faire tes études, donc tu es obligé de faire profil bas. En guillemets, tu n'as pas le choix. Ouais. T'as pas le choix, parce qu'après, il y a eu toutes les guerres, des ministres qu'on a pu avoir, qui ont pu avoir des mots assez très durs, donc dans l'opinion publique, c'était très, très compliqué. Donc, je peux comprendre des fois les personnes qui ont pu te dire, ah, tu vas pas avancer. Mais c'est grâce à des personnes aussi comme toi qu'on a pu avancer. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut les comprendre, se dire qu'ils ont leur expérience, ils ont leur vision, ils ont eu sûrement des expériences assez malsaines qui font qu'ils ont ces limites-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de se définir ses propres limites. Ouais, parce que quand on laisse trop de personnes, surtout par exemple quand on est l'aîné, tu reçois tout. Tout est sur toi. Et en fait, moi, je me dis, je suis le filtre. C'est-à-dire que je dois filtrer pour pouvoir redonner à la génération qui suit. Parce que si je fais pas ce filtre-là, bah, je vais ramener encore les fardeaux et redonner à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut se dire, bon, ok, la tata, elle a vécu telle chose, donc c'est pour ça qu'elle me parle comme si, la maman, elle a vécu quelque chose. Quelle est la vraie chose que je peux prendre dessus? C'est peut-être se dire, moi, par exemple, pour ma tante, quand elle me disait de l'enlever, je me suis dit, non, je vais pas l'enlever, mais peut-être juste le mettre en turban, comme ça passe. Donc, c'est savoir filtrer ce qu'on prend. C'est pas, et souvent, c'est pas négatif, c'est vraiment une question où on veut nous protéger. Et souvent, c'est ça, en fait. Quand on part, on ne nous donne pas les armes, mais on nous protège. On nous protège juste. On ne nous donne pas les armes, on ne nous explique pas les choses. Et en fait, les armes, il faut les trouver soi-même. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et si je t'ai demandé pourquoi c'est le privé aussi, puisque je sais que le privé, ça ouvre beaucoup plus de... Bah justement, comme je vous ai dit, en première année, ma première rentrée, le directeur, il m'appelle pour me dire de l'enlever. Là, en fin d'année, je suis en classe et je vois des filles avec voile, abaya, tout ça. Et je me suis dit, waouh, en fait, les choses évoluent. C'est super beau de voir ça, de se dire que au final, les choses évoluent, les gens changent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire, ah, je vais rien avoir. Les choses avancent et évoluent. Cinquième année, je vois des femmes voilées dans mon école et c'est quelque chose que... Au début, ça m'a stupée. Je suis ah bon. Et en fait, non, les choses finissent par évoluer. Donc, il ne faut pas se fermer dès le début. C'est ça. Il faut être déterminé aussi. Il faut oser, comme tu dis. Moi, je m'en rappelle, quand j'avais fait ma formation d'auxiliaire, je ne me suis pas posé de questions. Je suis allée et tout. En plus, j'étais en djilbab à l'époque. Et pareil, moi, en fait, autour de moi, après, c'est des femmes de ma génération qui me disaient, mais tu vas étudier, tu vas enlever ton voile, tu vas ceci, cela. Mais moi, après mon bac, j'ai fait 2 ans, je suis restée à la maison. Pour mes parents, ça commence à être chaud, tu vois. Donc, je me suis dit, hey, quoi qu'il arrive, moi, j'y vais. Et j'ai pu étudier voilée. Et à la fin, c'est les sœurs qui venaient m'envoyer des messages. C'est quoi ton école? C'est où? Comment ça se passe? Et tout ça. Donc, parfois, c'est non, on se met des limites. On se met des limites, mais il y a aussi des limites. Oui, il y en a aussi. Parce que moi, comme j'ai rencontré des entreprises qui ont accepté, je précise, le turban, j'ai rencontré aussi des entreprises, des grosses entreprises, et ils le font de manière très subtile. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du processus d'entretien, et à la dernière étape, donc normalement je suis engagée, tout ça, et on me met une autre interview. Je me dis, bon, peut-être c'est pour me montrer un peu, c'était un établissement hôtelier, je me dis peut-être c'est pour me faire découvrir l'hôtel. Et en fait, non, c'est un indépendant qu'ils ont pris pour pouvoir me dire de retirer le turban.
c'est très subtil. Ils sont intelligents, ils ont pris un indépendant en plus. Un indépendant, et il me l'a précisé. Comme ça, si demain ça se retourne contre eux, ils peuvent dire ah, mais il est indépendant, il a peut-être pas compris la reconnaissance. Donc il y a aussi ces limites-là qui sont là. C'était une très très belle opportunité pour moi, mais j'ai décidé de m'en écarter parce que je me suis dit non, j'ai pas envie de me travestir pour un emploi. Et juste après, il y a eu d'autres opportunités qui sont venues et qui ont été meilleures au final. Donc des fois, il faut juste faire confiance à Dieu. Aussi, Et toi, Maïmouna? Alors moi, je pense que je vais rejoindre aussi ce que tu as dit. Enfin, au début, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on commence à se découvrir et à vouloir créer une identité qui nous est propre. Parce que moi, en tout cas, j'ai eu le choc. J'avais cette question-là. Est-ce que la personne que les gens disent que je suis, est-ce que c'est réellement moi, en fait? Parce que je me suis rendu compte que l'identité que j'avais de moi, c'était basé sur l'influence des personnes qui m'étaient proches. La famille, les amis et même les professeurs à l'école pour pouvoir se sentir accepté, entre guillemets, par eux. Et du coup, là, tu commences à remettre, pratiquement, moi, en tout cas, j'ai remis toute mon existence en question pour me dire, ah ouais, ça, ce n'est pas du tout moi. Et il faudrait que je commence à prendre mes propres décisions et à me créer une identité qui m'est complètement propre, indépendamment de ce que les gens vont penser. Mais bon, c'est pas une chose facile non plus, surtout que quand tu retournes chez toi pour les vacances, les gens voient le changement en toi. Et ça peut être bien accueilli, mais des fois aussi, on peut te faire aussi des reproches. Ça te dit, ah oui, tu es devenue une occidentale, maintenant tu as oublié tes valeurs, alors que non, c'est la même personne, mais juste que tu as évolué. Vous avancez trop sur des choses que je voulais aborder en plus. Et justement, cette remise en question, dans tout cas, je trouve ça intéressant puisque tu as eu ta grande sœur avant toi, tu as eu l'aînée qui est Rachmia. Et vu qu'il y avait ta sœur qui était là, qui a pu faire ce filtre, ce travail, dans ces questions aussi, est-ce que tu pourrais dire qu'elle, c'est celle qui a le mieux compris ou accompagné ta redéfinition en fait? Oui, elle, parce qu'elle est passée par là. Et du coup, à chaque fois quand tu lui en parlais, elle te disait oui. Je sais, je suis passée par là. Et elle te dit, c'est très bien. Et comme je le dis, en fait, c'est un apprentissage qui est continu, en fait. Puisque le monde évolue, on suit l'évolution du monde aussi. Donc, la personne que je suis peut-être là en 2024, ce ne sera pas la même en 2025, en 2026. Donc, c'est un apprentissage continu qui ne va jamais s'arrêter, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et j'espère aussi, puisque souvent, c'est ça, les gens ils disent t'as changé, mais si à 40 ans, tu es la même personne qu'à 20 ans, il y a un problème. Surtout, en fait, que le fait que tu commences à remettre en question tout ce qu'on te dit et de ne pas croire immédiatement ce qu'on te raconte, en fait. C'est ça, surtout ça, en fait. De pouvoir avoir, on va dire, une vision critique sur ce qu'on te dit. Pas on te dit, telle chose n'est pas bien, tu dis, ah ok, telle personne m'a dit que c'était pas bien, donc c'est pas bien. Non, tu commences à poser des questions, à demander, et pourquoi c'est pas bien? Je veux comprendre, je peux pas croire une chose comme ça juste parce que tu me dis que c'est pas bien, en fait. Et là, c'est là qu'on commence à te dire, ah ouais, tu as commencé à changer, tu posais pas de questions, pourquoi tu poses des questions? Alors que tu veux juste, ça part d'une bonne intention parce que tu veux juste comprendre, en fait, les choses. Après, c'est vrai que la façon dont quand je dis chez nous, là, je mets l'Afrique, mais dont le droit d'aîné c'est aussi mis et imposé, c'est particulier aussi. Exactement, oui. Donc, toute remise en question. Alors que parfois, comme tu dis, c'est innocent et même au final, tu seras peut-être d'accord avec la personne, mais tu as juste besoin de comprendre, en fait, le cheminement et le mécanisme, quoi. Tout à fait. Et il y a aussi un autre point, puisque on vient tous de l'étranger, on a nos propres valeurs, nos principes et nos croyances. Et du coup, le fait de venir ici et de voir une autre personne qui croit différemment et qui peut avoir une autre idée qui est différente de la nôtre, aussi c'est un point, on va dire un peu positif. Et c'est de dire que c'est d'accord d'être avec des personnes qui ont des croyances différentes, qui ont des idées différentes des nôtres, en fait. Et que c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que tu es une mauvaise personne, que tu as tort, ou ce genre de choses-là. Sur ça, d'ailleurs, il y a une question qui me vient parce que je sais que Rachmia, elle est comorienne comme moi, mais toi qui ne vois rien, toi sénégalaise, aux Comores, on est vraiment un tout. C'est déjà tout le pays est musulman, on est tous un peu logés à la même enseigne. Il y a beaucoup plus de mélange, je trouve, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'il y a quand même je dirais pas ce choc, mais vous sentez quand même encore un autre niveau de différence en arrivant ici, en voyant des personnes qui croient pas en la même chose ou quand je dis croyant, je parle même pas forcément de religion, mais de fonctionnement et tout, quoi. J'ai mon idée dessus parce que faut savoir que
moi, je viens de la Côte d'Ivoire, donc c'est un pays vraiment à 50-50, Ouais. autant de chrétiens que de musulmans. Ma mère, c'est une convertie, ma mère. Donc, j'ai toujours vécu dans un environnement où tu peux être musulman, fêter toutes les fêtes. Ouais. Donc voilà, quand il y a une fête musulmane, c'est férié, une fête chrétienne, c'est férié. Donc on fêtait Noël, on avait un sapin. Donc on avait cette ouverture d'esprit. Par contre, ce qui m'a choqué quand je suis arrivé en France, c'est de voir que les gens croient pas du tout. C'est vrai que je suis tombé dans une famille chrétienne, mais moi, le dimanche, j'ai l'habitude de voir les gens s'apprêter à aller à la messe. Ouais. Comme le vendredi, j'ai l'habitude de voir les gens... mais le vendredi, c'est un jour comme d'habitude. Dimanche, c'est barbecue, tu vois. Dimanche, on est à la maison. Donc, c'est vrai que cette différence m'a... Côté religieux, ça m'a beaucoup... au début, ça m'a choqué. Je me suis dit, waouh, les églises sont vides le dimanche. C'est impressionnant. Alors que le dimanche, chez moi, t'as la musique, t'as la fête, voilà. Et pareil, le vendredi, tu vois les gens qui quittent à la mosquée avec leur tapis. Et ici, c'était pas du tout ça. Et voilà. C'est un truc vraiment qui m'avait impressionné. Voilà. Ah ouais. C'est bizarre. Ouais, c'est vraiment le chemin inverse, c'est vrai en que fait. je sais pas si c'est malheureux ou heureusement, mais c'est vrai que en Occident, le côté religieux, voilà, c'est pas comme ça peut l'être en Afrique par exemple, où de la façon où les fêtes chrétiennes comme musulmanes sont des moments vraiment de grandes fêtes et tout. Et ici, bon, après, on est en France. Oui. Voilà, c'est séparation de la religion et de la société en vrai. Donc, au début, c'est choquant, mais après, on s'adapte et on prend des habitudes. Ouais. Je trouve que ça amène plus, enfin, de ce que moi j'ai pu observer, ça amène plus de tolérance aussi. Non, je parle... Là-bas, oui. Oui, là, en Côte d'Ivoire, Oui, enfin oui, en oui. Afrique, le fait qu'il y ait ce mélange ancré dans les éducations, ça amène plus de tolérance. Exactement. Je suis sûre ici, tu as dû voir plus de débats religieux que tu en as vu au bled, par exemple. Clairement. Voilà. Clairement. Non, mais quand on arrive, c'est vrai que on voit vraiment ceux qui sont chrétiens vraiment dans leur coin et ceux qui sont musulmans dans leur coin. Alors que, moi je prends l'exemple, quand c'est la fête de l'Aïd, les chrétiens, ils viennent manger à la maison. Quand c'est la fête, par exemple, de Pâques, les musulmans vont manger chez les chrétiens. Et c'est quelque chose qu'il n'y a plus ici. Je pense qu'il y avait peut-être à une époque, mais qu'il n'y a plus. Après, comme je dis, je ne suis pas à décider si c'est bien ou pas, parce qu'il y a forcément des avantages et des inconvénients. Mais c'est juste une vision que j'ai pu voilà, que j'ai pu avoir. Je pense qu'il y a aussi de la culture, parce que là, je pense à une collègue en crèche, qui disent, elle est chrétienne, elle était congolaise, je crois, je sais plus, ça fait des années, bref. Et elle avait déjà vécu en Angleterre. Et elle disait justement que c'était pendant les fêtes de Noël et tout ça, elle traînait beaucoup avec des Somaliennes et tout. Et à un moment, il y a une Somalienne qui lui dit, mais chez toi, là, normalement, c'est la fête, c'est Noël et tout. Et là, tu es toute seule, tu es sans famille, viens à la maison. Et ils lui ont fait un repas spécial et tout, pour que voilà, elle sente quand même cette fête, qu'elle soit pas toute seule et tout. Ça m'a marqué. Je dis, ouais, c'est vraiment l'Angleterre. Donc, et toi, tu as senti cette différence aussi? Non, pas vraiment, parce que, bon, oui, un peu, on va dire, parce qu'au Sénégal aussi, c'est pareil, comme en Côte d'Ivoire aussi. C'est vrai qu'on est à 95% de musulmans, mais l'autre moitié aussi, c'est des chrétiens. Pareil pour les fêtes aussi. Quand c'est l'Aïd, on fête avec les chrétiens, et quand c'est leur fête à eux, que ce soit Noël ou Pâques, on fête aussi avec eux. Enfin, il y a une cohésion, en tout cas, au Sénégal, parce que moi, j'ai fait mes études primaires dans une école privée catholique, donc je connais un tout petit peu. Mais arrivé aussi, ce qui te choque, c'est de voir que les croyances sont diversifiées, dans le sens où tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire « Ah, moi, je suis musulmane, mais je ne pratique pas ». Alors que toi, tu as toujours vécu dans une famille pratiquante ou dans un pays où tout le monde pratique. Tu ne te poses pas de questions et tu n'es pas dans le jugement. Tu te dis « Ah oui, je ne savais pas que ça existe et tout ». Et d'autres personnes aussi qui font des pratiques que chez nous, on dit qui sont interdites, entre guillemets, et tu n'es pas dans le jugement. Tu te dis « Ah ouais, c'est une découverte pour moi, donc voilà ».
Un contexte qui est pour moi important à poser, c'est aussi les conditions, dans le sens où on ne part pas tous du même point. Et du coup, vous, est-ce que vous avez pu compter sur vos familles arrivées ici? Ce que je veux dire par là, c'est que dans vos débuts, est-ce qu'ils avaient les moyens de vous aider financièrement ou pas? Ou est-ce que vous vous êtes tout de suite retrouvés responsables de vos familles là-bas? Alors moi, pas du tout. Enfin, pendant plusieurs années, je recevais l'aide financière de ma famille. Donc, j'ai pas eu ce problème-là. En plus, j'ai habité avec ma soeur qui déjà travaillait, donc elle m'a pris aussi en charge. Donc, j'ai pas eu vraiment de problème. Par rapport à ça, je me suis retrouvée vraiment chanceuse, ouais, par rapport à mes camarades. Pareil, comme j'ai eu l'aide de ma famille. Ok. Et toi? Moi aussi, j'ai eu l'aide de ma famille, mais comme j'expliquais, j'étais dans un contexte à famille large à l'africaine, donc ça veut Ouais. dire amis des parents. Donc, je sais que, ouais, mais mon père ou ma mère m'envoyaient des sous de temps en temps pour aider cette famille parce que c'était une charge pour eux aussi. Donc, j'ai eu j'ai eu l'aide, oui, de mon père et de ma mère. Et c'était super important. Donc, pour te dire, j'ai pas eu à avoir à travailler pour envoyer de l'argent. J'ai eu cette Ouais. chance-là de ne pas rentrer dans ce truc. Fallait aller à l'école et être poli chez les gens chez qui tu étais. Et puis voilà, c'était tout. Mais c'est vrai que c'est hyper important l'univers dans lequel tu vas arriver. C'est parce que moi, je prends mon exemple. Il y a des gens qui t'hébergent. Ces gens, tu n'es pas leur enfant. Ils s'occupent de toi comme si tu l'étais. Mais il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas. C'est d'où l'importance d'arriver, par exemple, j'imagine, ta grande sœur, elle savait par exemple l'université ou elle avait un peu son petit rouage d'école. Moi, j'arrive, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ça veut dire que même au niveau des démarches administratives, j'ai pas été aidé du tout dessus. Donc, c'était vraiment moi qui devait aller à la recherche, au fait. Donc, c'est hyper important l'entourage dans lequel on arrive, au fait. Pour moi, c'est la réussite de, de ta survie ici, on va dire, dépend vraiment des personnes qui vont t'entourer. Et quand je dis entourer, c'est pas juste à manger ou t'accompagner, non, c'est pas ça. C'est vraiment des personnes qui peuvent t'aider au niveau des démarches administratives, qui peuvent t'aider au niveau des écoles, qui peuvent te conseiller. Mais si tu n'es pas dans cet environnement, que tu dépends de toi-même, alors là, c'est hyper compliqué. Ça, c'est vrai que... Enfin, par exemple, même si là, il y a quelque chose, tu sais, il y a le réflexe de Google. Mais genre avant, À en l'époque, plus, il n'y avait pas pas... Oui, il n'y avait pas Google. Google à Il y l'époque. avait pas Google. Pour te donner un exemple, Ouais. moi, dans mon cas, je devais aller... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. C'était une maison de jeunes qui était pas loin de la Tour Eiffel. J'ai oublié le nom. En fait, c'était un grand endroit où il y avait où tu pouvais te renseigner sur tous les métiers. Ah, c'est bien ça. C'est Ok. mais faut C'est pas un savoir que CIO? Centre d'orientation, je sais plus quoi, là. ouais, c'était un truc d'orientation, un truc Quand de je suis ce revenue genre, du en fait. bled, on m'a envoyé dans un truc comme ça. C'était Donc, c'était juste je me rappelle, c'était juste en dessous de la Tour Eiffel. Et là-bas, tu pouvais aller te renseigner sur les écoles, sur les formations, mais il fallait y aller. Ouais. Ça veut dire que je devais prendre un transport, descendre sur Paris, parce que moi j'étais dans le 60, il fallait que je descende sur Paris, aller à cet endroit. Ça veut dire qu'il fallait rentrer avant une certaine heure. Donc c'était pas j'y vais aujourd'hui, mais je vais y aller peut-être dans un mois. Ça veut dire en un mois, il y a beaucoup de choses qui se passent au fait. Et des fois, le temps t'attend pas en fait. Ouais. Donc c'est moi ce qui a été vraiment mon désavantage, c'était d'avoir des personnes qui m'accompagnent. Donc j'ai eu des personnes formidables qui me faisaient à manger, qui me faisaient la coupe de cheveux, qui faisaient tout, mais cet accompagnement au niveau administratif, zéro. Moi, j'aimerais bien rebondir sur deux choses. Déjà, ce que tu disais par rapport à l'entourage, c'est en fait, c'est super important parce que en fonction de l'entourage où tu viens, tu peux être orienté vers quelque chose
d'assez spécial. Si tu t'entoures de personnes qui ont certaines limites et qui n'ont pas une certaine vision et ne voient pas certaines opportunités, ils vont te dire que y a que ça comme opportunité, que tu t'orientes et tu te retrouves et tu te perds sur ton chemin à faire. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de se créer son propre entourage, d'aller vers les gens, de regarder de nouvelles choses et de ne pas juste s'arrêter sur l'entourage que tu connais depuis tout petit, ton cousin, ta tata. Non, aller vraiment dehors comme lui il l'a fait et aller chercher en fait les bonnes informations pour pouvoir s'orienter. Toi, tu parles de ça, c'est ce que tu faisais, tu étais en France, mais quand tu viens d'Afrique, tu me diras aussi si ça a été pareil pour toi. Mais moi, quand j'étais aux Comores, t'as pas de conseil d'orientation. T'as personne qui t'oriente. Les parents, ils sont en mode, fais ce que tu veux, nous on sait pas. Juste pars à l'étranger, va faire des études. Le métier que tu veux faire, on sait pas. Fais de l'argent juste. Donc tu dois toi-même chercher les informations. Moi, je me rappelle, à l'époque où je devais chercher mon orientation, j'envoyais des mails à des inconnus, c'est-à-dire à l'époque de Facebook. Je regardais sur YouTube des profils qui étaient intéressants. Je me rappelle, j'écrivais par mail à des gens qui étaient je ne sais où pour qu'ils me fassent un retour. Des fois, on ne me répondait pas, des fois, on me répondait. J'allais même autour de moi, aux Comores, rencontrer des femmes entrepreneuses et tout ça. Et en fait, faire cette démarche-là, moi, ça m'a permis de rencontrer une femme que je considère vraiment avec le cœur, qui, elle, m'a vraiment posée et m'a orientée, m'a montré tout. Elle m'a dit, écoute, ok, d'accord. Parce que moi, de base, je devais faire chimie. Je me suis retrouvée en com. Elle m'a dit, ok, tu veux faire ça, mais il n'y a pas que ça. Parce que moi, par exemple, pourquoi je voulais faire chimie, c'est parce que c'est tout ce qu'on me disait. J'étais bonne en chimie. Les profs trouvaient que j'étais bonne. Le prof dit à ma mère, il faut qu'elle aille en chimie. En plus, elle aime les parfums. Il faut qu'elle aille là-bas. Donc, tu te dis, ok, je vais devenir chimiste. Tu ne réfléchis pas deux fois. Donc, tu te dis, oui, je vais être chimiste. Et je rencontre cette femme qui me pose, qui me dit, mais en fait, ce que tu aimes, c'est le monde de la beauté, le monde de la mode et tout ça. Mais tu sais que tu ne dois pas être que chimiste pour faire ça. C'est ça. Tu as ci, tu as tel métier, tu as tel ci, tu as telle chose. Ne reste pas fermé. Et donc, mais quand même, tu te dis, bon, je ne veux pas aller dire à ma mère que je veux faire de la com, alors que moi, je ne sais pas c'est quoi la com. Donc, je me dis, bon, et je postule. Au final, je ne suis pas retenue, Dieu merci, en tant que chimiste dans les écoles que je postule. Je postule en com comme ça. Et au final, je suis restée dedans et j'ai appris à découvrir le métier. Mais ce que j'essaie de dire, en fait, des fois, il faut faire la démarche d'aller chercher l'information. D'aller chercher l'information, d'aller t'entourer pour pouvoir te créer tes propres opportunités. Parce que si tu restes et tu te dis, ah, mais les gens on me dit ça, oh, mais non, il ne faut pas rester comme ça, il faut aller chercher les informations, il faut aller taper à des portes. Et là, actuellement, on a trop de moyens pour pouvoir chercher l'information. Ça serait une cause perdue de se laisser juste aller par la vie et ne pas réellement se donner l'effort d'aller vers ce qui peut être intéressant pour toi. Mais c'est pour ça que moi, comme je vous ai dit, vos orientations, elles m'ont agréablement surprise puisque moi, je sais que mes amis de ma génération, sauf ceux qui ont creusé un peu, mais voilà, c'est toujours va en lettres, sociologie, géographie. C'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours les mêmes, quoi. Histoire de l'art. Ouais, l'histoire de l'art. C'est hyper important ce que vous dites. Surtout sociologie, là. Par rapport au conseil. Il n'y a pas de... tu sais, même avant même de partir au lycée, tu n'as pas de personnes qui t'orientent. Moi, j'étais un peu l'élève, on ne sait pas où la mettre, donc on la met en D. C'est-à-dire, j'étais bonne dans tout ce qui était série littéraire, j'étais bien en scientifique, du coup, on me met où? On met en D. Mais même, et en fait, il n'y a même pas une orientation, on ne te fait même pas découvrir les métiers qu'il y a. Non, c'est soit avocat, comptable, je ne sais plus, médecin. Et j'ai plein d'amis à moi qui ont commencé, qui sont partis dans cette voie de la médecine et qui au final reviennent ici, refassent une autre année, perdent une année. Bon, après, on ne perd jamais rien, mais qui perdent un peu, entre guillemets, leur temps à se chercher parce que dès le début, on n'a pas fait ce travail au préalable. J'en profite, là, dernièrement, il y a eu le salon de l'étudiant, Dieu merci, les choses changent. Au Comores, il y a eu le salon d'étudiants. Oui, il y a eu ça il y a quelques semaines où des étudiants ont eu l'opportunité de découvrir plusieurs métiers. Et je pense que ce genre d'initiative permettre aux gens de mieux s'orienter. Parce qu'on a aussi Campus France, je ne sais pas si tu as aussi. C'est pareil, Campus France, tu n'as pas beaucoup d'applications que tu peux faire. T'as pas, beaucoup de choix, oui.
c'est vrai. T'as pas beaucoup de choix. Et c'est Mhm. pour ça que je me suis retrouvée en école privée. T'as pas beaucoup de choix. Si tu fais pas on va dire, les métiers typiques, c'est compliqué. C'est vrai. C'est compliqué. Et c'est compliqué aussi de trouver une école à distance. Ouais. Ouais, Surtout ça. C'est ça. Déjà, ceux Ouais. qui sont ici, la post-bac, là, c'est la galère. C'est compliqué. Donc, Mhm. il y a beaucoup. C'est franchement, mentalement, je me rappelle à cette époque, c'était vraiment épuisant. Déjà, tu dois préparer ton départ, tu dois chercher, tu dois essayer de comprendre ce que tu veux faire dans la vie. C'est beaucoup de charge mentale impressionnant. Donc, il faut trouver des initiatives qui permettent d'alléger les étudiants sur ce choix-là. Mhm. Non, mais c'est bien que ça avance. Et même quand tu m'as dit, la personne qui t'a aidé, c'est Moufida. Oui. Ouais, quand tu m'as dit ça, pour la petite parenthèse, c'est ma cousine. Et elle, c'était vraiment comme ça. Je me rappelle, j'étais dans son bureau. Elle m'a posé pendant 2 heures. Et elle, c'est vraiment par cheminement. C'est pour ça que je dis, Foucha, moi, je sais que c'est celle qui m'a présentée à elle, c'était ma prof de français. Ah ouais. Donc, c'est ma prof de français qui me présente à elle. Et au final, on discute. Elle me présente à une autre femme. C'est vrai, et c'était une très, très bonne solidarité féminine. Ou après, elle me présente à une autre femme. Je me rappelle, l'autre femme, c'est une entrepreneuse dans tout ce qui était cosmétique. Elle était en train de se faire coiffer tellement elle est débordée. Et moi, j'étais assise comme ça, je lui posais les questions. Mais en fait, c'est aller chercher l'information. Ouais. Aller chercher l'information. Et je trouve que beaucoup de personnes, surtout, ne cherchent pas l'information. On passe notre temps sur TikTok et on ne va pas chercher quel métier peut être intéressant pour moi. Et il y a aussi un truc que moi j'ai fait qui m'a aidé, c'est que à cette époque-là, j'étais vraiment, je lisais beaucoup le magazine Femmes d'influence de développement personnel. Et en fait, c'est des fois se poser et connaître là où on est bon. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, j'avais faire des activités scolaires. Je faisais beaucoup d'activités scolaires. Dès qu'il y avait un truc, je participais. Et j'avais participé à l'organisation d'un événement. Et j'ai été chargée événementielle à cet événement. Et j'ai énormément aimé faire ça. J'ai aimé faire ça. J'étais tellement dans mon élément qu'à un moment, je donnais des ordres à mes profs. Et c'est après, ils sont venus me dire, mais Rachia, t'étais un peu... t'étais dictatrice un peu, mais bon, ça laissait faire. Mais j'ai aimé vraiment faire ça. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais j'adore l'organisation. Ah, j'adore si... Et en fait, c'est plus tu fais des choses et puis tu te dis, ah, j'aime bien ça. Mais tu peux pas t'asseoir et te dire, ah, qu'est-ce que je vais faire de la vie? Non. Tu vas pas avoir les réponses tombées du C'est ciel. un conseil hyper important de Oui. ne pas faut pas rester sur l'attente. Faut bouger au fait. Faut bouger clairement. Parce que moi, je sais que, par exemple, moi de mon côté, les conseillers d'orientation, elles avaient une fiche où il faut envoyer seulement. Parce que là-bas, il y a une grosse demande. C'était comme ça, on te balance là-bas, on te balance là-bas. Donc du coup, c'est à toi bon, un peu plus compliqué à l'époque parce que vraiment, c'était, voilà, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien de tout ça. Mais là, en 2024, si je peux donner le conseil à un jeune, c'est comme tu l'as dit, ne pas rester à attendre en fait. Ça veut dire s'intéresser, essayer de découvrir, ça te plaît ou ça te plaît pas, aller vers. Faut pas de toute façon ça va pas me plaire. Non. Essaie quand même, tu vois. Et si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Mais il faut pas rester cantonné à. C'est vrai que nous, nos parents africains. Voilà. Le taf, c'est voilà, tu dois faire ça, c'est ça qui permet de gagner l'argent. Faut être chef, faut être médecin, tu vois. C'est comme ça. Mais il y a tellement de. Et puis en plus, en France, on a la chance en France d'avoir l'opportunité des formations, des journées portes ouvertes. Il y a tellement. Il y a c'est des pour ça stages. il y a des stages. Moi, quand je vois des jeunes qui me disent ah non, franchement, moi, vu mon époque, c'était tellement compliqué que là, maintenant, de nos jours, quand un jeune qui me dit j'arrive pas non, j'ai du mal à rentrer dans ce discours, en fait, parce que je me dis, il y a tellement d'opportunités. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui étaient dans des compagnons du devoir. Je sais pas si vous connaissez un peu les compagnons du devoir. C'est vous savez, dans toute la reconstruction de la France, où il y a ces personnes qui sont soit de tout ce qui est rapport avec tous les métiers, on va dire pâtisserie, maçon, ils ont des écoles qu'on appelle des compagnons. Ça veut dire c'est un suivi, on te prend jeune à 15 ans, et on te suit jusqu'à maturité. Et généralement, quand tu sors de là, tu as un savoir. Par exemple, ceux qui sont en train de reconstruire Saint-Michel actuellement, c'est les compagnons du devoir. Donc c'est assez
élitiste, c'est assez fermé, parce que c'est pas tout le monde. Mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui ont eu cette formation de compagnon. Donc, et même là, après, ça ne m'a pas plu, donc j'ai changé. Mais même là, j'ai vu que je pouvais pousser le truc. Pourtant, je suis pas né en France, j'ai certes grandi en France, mais quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Parce que je me rappelle, hein, un compagnon qui me disait, ah, mais tu t'exprimes bien, hein. Et je me rappelle qu'il m'avait dit ça. Moi, je l'avais pas pris mal, hein. Moi, je l'avais pris super bien parce que je sais que quand je suis arrivé en France, mon accent, mon accent à l'école, oh là 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 là, c'était un truc de fou. Donc, c'est quelque chose que ne pas prendre ça forcément mal, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ils vont là, comment ça? Non, 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 non. Tu es dans un pays. Si tu veux t'en sortir, déjà, il y a une façon de s'exprimer, il y a une façon de se présenter qui va faire que les portes, tu vas voir, systématiquement, elles vont s'ouvrir, au fait. Donc, c'est hyper important ce que tu as dit. Ne pas se fermer. Aller vers, ne pas avoir peur, ne pas se dire que, ah, de toute façon, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Non, non. Va, tu testes. Si vraiment, arrivé là-bas, tu vois que c'est pas bon, tu ouvres une autre porte. Voilà. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait dans ma vie. C'est exactement ce que j'ai fait dans ma vie. Mais même, tu vois, au Comores, en fait, des fois, on se dit, oui, mais il n'y a pas des stages. Moi, par exemple, je suis partie, j'ai fait un stage en pharmacie, et c'était l'ami de mon père, donc il m'a mis dans sa pharmacie. J'ai fait une semaine, j'ai dit, c'est bon. Je veux pas. C'est sûr et certain. Là, j'étais amie avec les pharmaciens plus que j'ai dit, non, c'est pas le métier que je veux. Mais ça m'a permis de déjà, de mettre quelque chose sur mon CV, parce qu'il y a ça, il y a l'importance que quand nous, on arrive avec rien. Ici en France, les étudiants, ils ont plein de stages, de troisième, nous, on n'a rien du tout. On n'a rien. Donc, c'est important de faire des petits jobs. Moi, mon petit frère, je lui disais, t'es là-bas, des étés, tu travailles. Comme ça, tu auras quelque chose à mettre sur ton CV. Comme ça, quand tu arrives, parce qu'il faut chercher le premier stage. Le premier stage, c'est la chose la plus compliquée, surtout quand tu n'as rien sur ton CV. Quand tu n'as rien, donc c'est important dès le départ, dès là-bas, de faire des petits stages. Maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises. À l'époque, il n'y avait vraiment pas d'entreprises. Maintenant, au Comores, tu as plein d'entreprises, tu as plein de personnes qui rentrent, tu as plein d'entrepreneurs qui rentrent. Et tu as même des opportunités qui peuvent se présenter qui sont assez, entre guillemets, importantes facilement parce que c'est ta tata ou c'est l'ami de ta mère, donc tu peux rentrer. Et comme ça, tu crées ton CV et comme ça, quand tu viens ici, tu peux postuler, tu le trouves facilement. Parce que trouver le premier stage, c'est super compliqué. C'est super compliqué, mais c'est faisable. Si tu cherches, si tu te crées... En fait, il faut parfois se créer son opportunité. Moi, mon premier stage, j'ai contacté une amie à moi qui était sur Instagram, qui avait son entreprise, et c'était pour Nilingema. Et j'ai travaillé pour eux pendant 3 mois, et j'ai pu avoir le stage que je voulais depuis des années. Parce que j'avais quelque chose sur mon CV, mais tu viens, t'as rien. Ça, c'est vrai. En plus, comme tu dis, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Et moi, j'ai des amis entrepreneurs qui prennent des stagiaires, même des alternants. Celles qui sont le mieux, Dieu merci, celles qui sont le mieux positionnées, peuvent se permettre de prendre des alternants. Des alternants, mais enfin, vraiment, dès Comores, vraiment apprendre à se professionnaliser. Parce que nous, on n'a pas cette habitude, surtout en Afrique, de faire des petits boulots. Au contraire, c'est super mal vu de faire un petit boulot Non, il faut vraiment... Mais oui, il faut aller à l'école, qu'est-ce que tu vas faire et tout ça. Des fois, quand je faisais des petits boulots, genre par exemple, quand je coiffais et tout ça, j'avais une tante qui me disait, mais ton argent là que tu fais, je peux te donner, pourquoi tu te... Mais non, des fois, c'est juste pour pouvoir se dire que tu as quelque chose ou tu fais quelque chose. Et c'est... En fait, même les parents, ils doivent apprendre à déconstruire ça et envoyer plus leurs enfants à faire des petits boulots par-ci, par-ci. Mais je trouve ça... Enfin, excuse-moi de te couper, mais je trouve ça fort. Ça veut dire que déjà, tu avais un mindset. Puisque si tes propres références, c'est-à-dire tes propres, les adultes de ton entourage, je parle même pas de tes amis, mais même les adultes de ton entourage te disaient « Arrête, je peux te donner l'argent », tu as dit « Non, il faut que je continue », c'est qu'il faut avoir quand même cette conscience-là de tout ce que ça va apporter, tu vois. C'est ça. Après, moi, je pense qu'aussi, il y a ce que je consommais.
Donc je consommais beaucoup de contenu qui m'aidait. Mais il y a aussi, j'ai une famille où, surtout mon père, lui, il me pousse toujours à l'indépendance. Donc c'est ça en fait. C'est oui, bien sûr, tu peux me donner l'argent, mais si je peux le gagner, c'est encore mieux. D'accord, ouais. Donc C'est en ça que le rôle des parents est hyper important. Moi, je sais que mon père, il nous faisait travailler déjà à 14 ans, 13 ans. Moi, 12 ans, 13 tout le ans. monde. Allez, debout à 5 heures, on y va, on travaille. Et c'est vrai que c'est inconcevable. Du coup, c'est pour ça que je me réveille tout le temps. Parce que c'est inconcevable pour moi de rester à rien faire. Donc, ça veut dire que je ne travaille pas au bout de 2 semaines, 3 semaines, je commence à me poser des questions. Ah, c'est bizarre, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je pense que le côté de l'éducation des parents, à emmener l'enfant à aller toujours cogner, taper des portes, c'est hyper important. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé ici. C'est ça. parce que tu as des gens qui viennent, qui ont peut-être pas les mêmes moyens que nous, par exemple, nous, l'opportunité, mais qui vont pas se casser la tête. Oui. Ils vont rester dans ce mindset de victime et se dire ah non mais j'ai pas et tout ça, alors qu'ils peuvent faire. Et c'est surtout, en fait, ça crée l'humilité de se dire c'est pas grave si aujourd'hui je fais tel métier, c'est pas grave, c'est pas un sous-métier. Exactement. Tu vois, moi je suis arrivée, un jour j'étais hôtesse d'accueil dans un établissement et il y avait un Comorien. Et quand il a su qui était mon père, il était choqué. Et il était choqué, il s'est dit comment ça se fait que tu te retrouves là? J'ai dit, il n'y a pas de sous-métier. Moi, j'ai besoin de mon argent. Je ne peux pas tout le temps dépendre de ta famille. À un moment donné, il faut savoir gagner son argent. Et en fait, ça crée en fait, le fait de toujours savoir se débrouiller. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir, demain, tu ne peux pas avoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah, j'ai plus. Surtout moi qui suis dans la sécurité, qui est un métier qui est assez mal vu, ça commence à être bien vu. Mais pendant longtemps, c'était voilà, t'as raté ta vie, tu fais de la sécurité. Mais il y a beaucoup de jeunes que j'ai accompagnés. Ça veut dire quand ils arrivaient, ah moi voilà, je suis là, voilà, j'ai envie de faire mes sous. Je dis ok, mais tu sais que en sécurité, tu peux aller très loin. Et dans la boîte dans laquelle je travaillais, le responsable, c'est un mec aussi qui arrive en France pour faire ses études. Parce qu'il se retrouve avec une société qui fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je lui dis, tu vois, prends exemple par exemple. Lui, il est arrivé, pareil, il était derrière toi à Leclerc arrêté, mais il a fait travailler son esprit. Ça veut dire qu'il faisait ses études à côté, mais à côté, il a eu la présence d'esprit de créer une entreprise, d'évoluer. Et cette entreprise, voilà ce qu'elle est devenue. Maintenant, voilà, il est tranquille. On le voit comme voilà, un homme fort et tout, mais il a dû passer par où tu es passé au fait. Donc j'essaie d'inculquer ça souvent aux jeunes, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi je connais des gens qui faisaient le ménage, mais qui ont eu la présence d'esprit de ah je fais le ménage, ah il y a des telles formations qui peuvent me permettre d'évoluer, je fais cette formation. Déjà tu vas passer chef en tant que chef on va dire d'un groupe ou dans une boîte ou voilà, et tu vas évoluer comme ça jusqu'à faire des plannings et qui sait peut-être être directeur un jour de cette boîte. C'est des choses que faut pas se bloquer sous prétexte que j'ai pas forcément les chances que d'autres peuvent avoir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent qui disent ah, je suis pas français, c'est compliqué, je parle pas bien. Non. 2024, moi, comme tu dis, je suis plus d'accord avec ce discours. Il y a tellement de portes qui sont ouvertes. Ah ouais, c'est... C'est tellement faire plein de choses. Non, mais c'est ça en fait. Après, je sais pas si vous dans vos pays, mais je sais que nous au Sénégal, en fait, on associe la réussite avec les études. Pour nous, si tu ne fais pas d'études, oui, c'est ça. Si tu ne fais pas d'études ou si tu ne travailles pas dans un bureau, tu as raté ta vie. Tu vois. Alors que là, maintenant, je vois des personnes qui commencent avec zéro ou qui n'ont même pas le bac, qui se retrouvent à gérer des millions. Donc, il faut juste oser, en fait, et se dire ça, je suis d'accord. Oui. Chez nous, tu as beaucoup de doctorants aussi. On dit, ah, un tel est docteur, ils ont 3 masters de doctorat, mais ils sont là seulement. C'est la bureaucratie. C'est ça. C'est exactement ça. Ils ont fini le doctorat, il n'y a plus rien. C'est ça, ils sont là seulement. Mais c'est ça, et l'expérience c'est super important. Mais là, tu parles du Sénégal, mais dernièrement, j'étais en train d'écouter une interview. Tu parlais de commencer petit. C'est un monsieur qui a commencé en tant que taximan ici à Paris et qui a évolué au point, il a ouvert l'une des plus grosses entreprises de transport au Sénégal. L'une des plus, et il a tellement, en fait, son entreprise, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, c'était quoi le nom de son entreprise,
Mais tellement cette entreprise s'est imposée, ils ont imposé un certain standing, c'est-à-dire grâce à lui maintenant, les bus sont climatisés. Il y a un certain service à avoir maintenant. Je crois que je l'ai vu. Donc Ouais, je c'est l'ai pour pas dire que commencer petit, pour aller plus loin, c'est mieux que de se donner un genre, oui j'ai commencé quelque part, j'ai un gros poste, mais en fait en vrai quand tu creuses t'as rien du tout. Ça me dit quelque chose. Il ne s'est Oui. pas différencié aussi par rapport à ses employés. Il faisait un peu comme en France, genre il donnait des primes ou des congés, Oui des je trucs pense, comme ouais, ça. un truc comme ça, oui. Je crois que je l'ai vu. Ça me dit quelque chose. Ouais. Je vois. Et genre même ses employés, ils n'étaient pas habitués, donc ils se disaient ah mais lui il est Oui, bien et tout. oui, Parce qu'il a gardé c'est un ça. système. Et en fait, c'est se dire que, en fait, et lui, il a réussi à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a commencé petit, donc il connaît toutes les conditions d'un chauffeur. Ouais. Tu connais, en fait, c'est commencer petit pour mieux comprendre comment les choses fonctionnent. C'est comme ça, si tu veux rentrer quelque part, tu peux pas tout le temps rentrer par la grande porte. Il faut rentrer dans la C'est petite ça. porte, tu comprends le système, tu te fais tes connaissances et après tu reviens. Et Mhm. c'est important de se créer un réseau. Et tu te crées un réseau comme ça, en Et, parlant aux bonnes personnes. D'expérience, je peux témoigner qu'un manager qui a gravi les échelons trop vite est très souvent un mauvais manager. Oui. Ouais. Ça, je le vois souvent, très très souvent. Des mecs qui À ont fait peine des sortis études, qui ont fait des d'école. études, qui ont fait 2-3 stages par là, et ils sortent de diplômés, il a un bon poste et lui, il est manager. Et ça, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'il n'a pas la réalité du mec qui a fait des heures et des heures à taper. Voilà. Je pense qu'il faudrait plus que les gens soient conscients qu'il est acceptable de commencer avec zéro, en fait, de commencer en bas de l'échelle et d'évoluer petit à petit jusqu'à arriver là où on est, en fait. Je me rappelle, mon oncle m'avait dit ça quand je venais, il me dit, c'est pas grave de commencer très bas, en fait. Et c'est en fait, quand tu commences très bas, que tu arrives en haut, c'est là que tu vas vraiment savourer, en fait, ce que tu as maintenant. Tu vas voir tout le chemin, tous les sacrifices que tu as pu faire. Et là, tu pourras te dire, ouais, je suis fière de moi. C'est exactement ça. Oui. Il faut vraiment se faire la main parce que souvent, comme tu disais, nous on est très oui les études et tout, mais à quoi ça sert d'avoir un diplôme qui est vide? C'est ça aussi. Oui. Parce que des fois tu peux sortir de là, bah t'as pas de métier, mais en fait t'as tellement pas construit tes compétences que tu peux même pas rebondir. Tu vois, tu peux même pas rebondir. Donc il faut vraiment se dire, il faut que je crée mes compétences. Il faut que, en fait, au-delà même du fait que j'ai un diplôme, je suis vraiment j'incarne vraiment le métier que je fais, quel que soit le métier que tu fais, mais il faut que tu connaisses ton environnement, ton domaine, les aptitudes à avoir. Mais t'es là, en fait, on est tellement là en mode oui, il faut qu'on soit diplômé, on prend même pas le temps de vraiment construire ses connaissances. C'est ça, c'est ça. C'est- En c'est plus, ça. les études, c'est pas fait pour tout le monde, mais les gens ne le comprennent pas, en fait. Ils se forcent à rester, à vouloir faire de grandes études et tout. Mais peut-être que ça va pas fonctionner pour toi. Tu peux essayer autre chose qui sera mieux pour toi. C'est pour ça qu'il y a les formations aujourd'hui Exactement, et oui. ça aide. Hein. Moi, je sais que j'ai pas. Moi, j'ai fait la fac. Je mets des gros guillemets. Je considère même pas ça comme avoir fait, mais j'ai compris que c'était pas. Ouais, je suis passée. Moi aussi, j'ai fait là. Vous avez vu? On est passé. Deux années bizarres. Vraiment bizarres ces 2 années. Ah, j'ai compris que non, moi, c'est pas mon truc. J'ai besoin d'être sur le terrain, de faire, etc. Et après, moi, du coup, quand j'ai fait ma formation d'auxiliaire, bah, c'est là que j'aimais, parce qu'il y avait énormément de stages. Et même si aujourd'hui, c'est pas dans ça que je veux vraiment pousser, mais une histoire aussi qui m'avait beaucoup marquée, c'est une crèche. J'étais encore stagiaire à l'époque, et les collègues elles parlaient d'une tierce personne qui disait que de base, elle n'avait même pas le bac. Elle a fait la formation d'auxiliaire. Sa formation d'auxiliaire, tu peux la faire sans le bac, mais tu as des épreuves en plus. Quand tu travailles 3 ans, bon maintenant tout a changé, je sais pas, mais à l'époque, tant que tu avais 3 ans d'expérience en tant qu'auxiliaire, tu pouvais passer le concours d'infirmière même sans le bac. Exactement. Donc après, elle a fait le concours d'infirmière, elle s'est spécialisée puéricultrice et elle est devenue directrice de crèche sans avoir le bac. Et quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit ah, Ça éveille comme ton quoi, esprit là. c'est Tu ça. dis waouh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter, même demain tu te dis ah, tu as une formation, Exactement. c'est juste ça, mais tu peux toujours pousser plus loin. Non, Les mais études, ça il y ne a- fait pas c'est tout, ça. hein. Il y a Ça ne fait l'intelligence, pas il y a tout. l'intelligence de la vie, où tu comprends comment les choses fonctionnent, c'est-à-dire toujours bien s'entourer, toujours, enfin l'intelligence émotionnelle même des gens, comprendre C'est ça. qui est qui, et savoir se faire un réseau, savoir rentrer entre guillemets dans la tête des gens. Et tu as l'expérience intellectuelle où tu apprends une compétence, mais en fait ces deux, ils vont ensemble. C'est exactement ça. Moi, par exemple, dernièrement, pour trouver mon alternance, j'ai beaucoup galéré. Mais en fait, le fait que j'ai une très bonne expérience dans mon précédent stage, ça m'a permis, en fait, de me créer une nouvelle opportunité. Et c'est super important, oui, certes, avoir la connaissance, mais savoir
entre guillemets, avoir cette intelligence émotionnelle, se faire de bonnes relations, connaître les bonnes personnes pour pouvoir se créer des opportunités. C'est vrai. Et surtout valoriser ses expériences aussi. Oui, valoriser. Que ça ses soit... Enfin, peu importe tout- le métier. c'est ça, toute expérience. Ouais. Moi, par exemple, l'expérience en tant qu'hôtesse, moi, je le valorise quand, par exemple, je me présentais dans les interviews en tant que ça m'a permis de savoir comment accueillir un client dans un environnement luxueux. C'est-à-dire l'expérience client, je l'ai maîtrisée. Donc, même si c'est pas tant le poste que je veux, mais cette compétence que j'ai acquis en faisant, entre guillemets, ce sous-métier, qui n'est pas un sous-métier, m'a permis aujourd'hui de pouvoir le valoriser et de le mettre à mon avantage. Bien sûr. Et généralement, ce sont les métiers les plus formateurs, en fait. Parce que surtout, par Tu es exemple, sur tout ce le qui terrain. est vendeuse, caissière et tout ça, toutes ces Tu es au choses, contact de l'humain. Ouais. c'est des Oui. contacts de l'humain, Exactement. donc tu sais comment il fonctionne. Avant même d'aller se retrouver derrière son ordi et se dire, ah non, demain, il faut comprendre l'humain. Et surtout, la com, tout ce qui est marketing, c'est comprendre l'humain. Donc si tu comprends l'humain, tu sais comment jouer avec lui. C'est vrai. Revenir justement à toute cette expérience. Comment vous avez vécu votre premier retour au pays? La comparaison entre le premier retour et la dernière fois que vous y êtes allé. Est-ce que vous avez senti justement à quel point vous avez évolué, donc justement l'adulte que vous êtes devenu, et le regard de vos parents qui a aussi changé, évolué? Oui, il n'a pas changé. Franchement, je sais, il veut pas changer. Réellement, je dirais, tu n'es pas encore mariée, c'est pour ça. Ça doit être ça. Franchement, ça doit être ça, je pense. T'as beau faire tout, vivre seule, avoir ton job, avoir ton argent, tu restes la petite fille. Tu restes la petite fille. Les problèmes que j'ai laissés, c'est toujours les mêmes problèmes que je vais retrouver. Ouais, prendre sa place, là, c'est autre chose. Ça n'a pas changé. Ouais. Mais toi, comment tu as vécu ce premier retour? Moi, mon premier retour, c'était vraiment émotionnellement parlant, ça m'a fait énormément du bien. Et en fait, j'ai vraiment compris pourquoi je suis partie dans le sens, pas négativement, mais me dire en fait, il faut que j'aille finir ce que j'ai commencé parce que je sais pourquoi je suis partie. Je suis partie pour revenir avec des compétences et pouvoir aider le pays. Et ça a été un retour vraiment, je me suis reconnectée avec mon pourquoi, on va dire. Non, le regard n'a pas changé chez mes parents. Je me suis sentie évoluer par rapport aux personnes avec qui j'étais au lycée. C'est plus ça. Où là, je me suis rendu compte qu'en fait, en fonction de comment... En fait, c'est ça. C'est si tu n'as pas fait ce travail-là de déconstruction au préalable, tu restes encore toujours dans les mêmes schémas que tu étais avant. Et ça m'a un peu fait bizarre. Je me suis dit, donc on est parti 2 ans et personne t'as pas évolué, enfin pas tout le monde, mais certaines personnes, je me suis dit, mais comment ça se fait que tu n'es pas évolué? Pourtant, on est tous les deux partis en France. Mais en fait, c'est ça. C'est avec des personnes où vous êtes partis en France. Oui, on est partis en même temps et on revient. Non, on revient. Non, mais les gens qui sont là-bas, même eux, je trouve qu'ils sont plus évolués que certaines personnes qui sont parties. Tu vois. Et en fait, c'est là où tu comprends qu'en fait, c'est parce que vous n'avez pas fait le même travail. Souvent, c'est ce que je disais, c'est des gens qui sont restés entre eux. Déjà, ils ne se sont pas ouverts. Ils sont partis à la recherche de découvrir de nouvelles choses. Ils n'ont pas fait ce travail de déconstruction, se dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse. Ils n'ont pas fait ce travail de se débrouiller, de se chercher, de se construire. Et du coup, quand ils reviennent, même la manière de parler, elle n'a pas changé. Enfin, on a toujours les mêmes bêtises. Comment ça se fait? Enfin, toujours les mêmes blagues. Je comprends pas. Ouais, non, il y en a comme... Ouais. Je vois très bien. Alors que tu es parti dans un grand pays, la France, où il y a beaucoup de cultures qui se côtoient, forcément, ça te change. Et même, je me rappelle, quand je suis partie, j'ai dit, la prochaine fois, quand je vais revenir, il faut que quand je revienne, ça peut paraître bête, mais je me dise que je connaisse tel endroit, le meilleur restaurant, je me suis donné une petite pression de me dire, si quand je vais rentrer, par exemple, je rentre au Comores, il faut qu'au moins, mon expérience, je me dise, je connais le meilleur hôtel, par exemple, le meilleur restaurant, les beaux endroits et tout ça, que je puisse conseiller quelqu'un demain. Mais ne pas revenir comme ça, comme si j'étais jamais partie, j'ai pas découvert un pays. Et ça a fait que quand je suis revenue, j'ai commencé à plus sortir, à plus découvrir et vraiment comprendre déjà la culture française. Parce que souvent on vient ici et on fait les hautains un peu. C'est surtout que, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui viennent et tu vas leur dire, t'as déjà vu la Tour Eiffel?
Non. Ouais, Putain, c'est vrai. ça fait 5 ans, 6 ans, il habite à Paris. Ouais. Ah, t'es déjà allé dans un musée? Non. Ouais. Donc, parce que Hmm. en soi, notre interview, ça sert aussi à donner Oui, des oui, conseils oui, 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 à hein. tous ceux qui vont venir. À Vous avez un tous ceux qui premier vont exercice. venir. Premier exercice, c'est important de s'intégrer, de vouloir connaître déjà où La- vous êtes. Où Oui. vous êtes, la France, c'est un pays qui est merveilleux dans le sens où tu peux connaître plein de cultures. Ça veut dire que moi j'ai des amis qui ont des métissages asiatiques, africains ou Europe de l'Est africain. J'ai des cousins qui ont des métissages incroyables et c'est l'opportunité qu'a la France au fait. Ça veut dire que quand vous venez, intéressez-vous. Faites des sorties, Ah oui, faites oui, des oui. musées. Ah, vraiment. Non, mais c'est faites des vraiment, sorties, faites ouais. des musées. Ça veut dire Pas que déjà, aller en boîte. pas que en boîte ou se retrouver dans la communauté. Non, Ouais. non. Les toits arabes et tout. Voilà. Vous connaissez ça. Non, faut vraiment s'ouvrir, voir le maximum que vous pouvez voir. Wow. Il y a, en plus, quand on est étudiant, il y a plein d'opportunités de visiter les musées gratuitement. Franchement. Quand vous commencez à payer 18 € l'entrée, là. Voilà, aller au cinéma, il y a en plus, pour anecdote, moi, la chose qui m'a sidéré en France, c'est les bibliothèques. Oui. Non, mais je sais pas, moi, je venais d'Afrique où il y avait un mec il vendait des livres. Moi, j'aimais bien les livres de super-héros quand j'étais petit, Spider-Man, Marvel, tout ça. Donc, quand j'avais 7-8 ans, c'est le truc, je partais, je donnais un peu de sous, le mec il me donnait un livre, je revenais, je lui donnais un peu de sous, il me donnait un livre. Et là, j'arrive en France, à l'école, il y a une bibliothèque avec plein de livres. Gratuit. Gratuit. Ouais. Ça, c'est un. Et de deux, tu pouvais commander ton livre, il le livrait, et tu le lisais et tu le ramenais. Mais c'était un truc de fou pour moi. Je dis, mais c'est waouh! Et ça m'a permis de déjà, façon de s'intégrer déjà, et d'avoir une connaissance déjà en écriture. C'est hyper important parce qu'on ne se rend pas compte de nos jours, SMS, voilà, on coupe les mots. Amel peut témoigner. Moi, ah, je déteste les photos. Je déteste les photos. Alors là, pas du tout. Je déteste les photos. Même en langage SMS, je fais tout le maximum pour écrire le plus correctement possible. Et ne pas s'enfermer dans sa communauté. Ça, c'est hyper important. Profiter si même. Je vais pousser encore le bouchon encore plus loin. On est dans l'espace Schengen. Ça veut dire l'Union européenne. Ça veut dire que en 1h30, tu es en Belgique. Oui, Si tu peux aller voir la Belgique, tu peux voyager, surtout travailler. Ça permet de s'ouvrir vraiment à tout. Donc pour ceux qui veulent rester en France, ça leur permet déjà une intégration, de connaître la culture française. Et pour ceux qui veulent rentrer au pays, ça leur permet, lorsqu'ils arrivent dans leur pays, d'avoir une connaissance, mais qui est phénoménale par rapport à une personne qui n'a pas bougé de là-bas, même si Google, mais l'expérience physique, je pense, restera toujours plus importante. Mais même mentalement, je pense que ça fait du bien. Parce qu'on a toujours le manque du pays où on se dit ah, j'ai hâte de rentrer, le pays me manque et tout ça. Mais quand tu te mets dans une optique où je suis là pour découvrir un pays, c'est plus facile de rester. Parce que tu es tout le temps en mode ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais découvrir? Ah, quel resto je vais tester? Quelle musique je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Oh, la dernière fois, je me suis perdue dans Nation. Alors que je passe à Nation tout le temps. Et je me suis dit, mais en fait, ce pays est tellement beau, cette ville elle est tellement belle. Et en fait, c'est découvrir tous les jours. Et c'est ça que j'aime beaucoup à Paris, c'est que tu découvres toujours de nouvelles choses tout le temps. Tu peux pas t'ennuyer à Paris. Il y a toujours de nouvelles choses. Tu peux toujours avoir une activité à faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Si demain je rentre en commun. Non, c'est vrai. Hein. Vraiment, tu sors, tu peux faire toujours une nouvelle chose. Si tu veux te donner un peu objectif de faire, tu peux toujours. Ah, je pense, comme vous dites, c'est aussi le fait qu'il y a cette coupure. Enfin, puisque là, il y a cette conscience de ça après le premier retour au pays. Moi, je sais aussi, personnellement, c'est quand je suis partie vivre en Arabie, c'est là que je me suis dit, mais la France, elle est riche. Je dis, on a une culture, c'est très bête, hein. On ne se rend pas compte. Mais quand je suis partie en Arabie, j'ai vu tous les bâtiments étaient neufs. Je dis, mais en France, des appartements haussmanniens, tout ça. En fait, il y a une histoire, rien que dans la rue, tu regardes, il y a une histoire, il y a une culture, les ponts à Paris, etc. Et quand je suis allée là-bas, je me suis dit, mais
moi, je suis partie à 22, ouais. J'ai passé 22 ans dans un pays, je le connais pas tant que ça. Exactement. Et c'est à partir de là, quand je suis revenue, mais c'est là que j'ai commencé à bouger à Étretat, j'ai commencé à vouloir bouger en Bretagne ou même sur Exactement. Paris, essayer de me promener plus, de connaître, parce que je me suis dit, mais je suis dans un endroit super riche, il faut que j'apprenne la culture, tu vois. Mais enfin, moi en tout cas, pour avoir grandi majoritairement ici, même si j'ai vécu au pays aussi, c'est quand tu es dedans, tu te rends pas compte. C'est quand tu pars, tu te dis, oh, je viens d'un pays riche en fait. Enfin, riche en histoire en tout cas. En histoire, oui. Et il y a beaucoup de choses à voir. Il faut pas. C'est passionnant. Oui, il ne faut pas s'enfermer dans un quotidien, oui, les études ou le travail, nani, et ça, et se dire, ah, sortir, visiter, découvrir comme ça, demain, bah, quand tu rentres, bah, tu as plein de choses que tu peux raconter. Moi, c'était vraiment, j'ai envie d'avoir plein de souvenirs et me dire, ah, on faisait telle chose, ah, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai visité. Je pense que c'est super important d'avoir ce bagage-là quand on est ici, de vraiment le construire. Même pour le bien-être, c'est exceptionnel parce que moi j'ai l'habitude de voyager, je voyage beaucoup actuellement et c'est là en fait que ça m'a fait rire tout à l'heure ce que tu as dit en fait. À chaque fois quand je pars dans les pays, bon je pars dans des destinations qui sont un peu, enfin que les gens ne visitent pas d'habitude, je vais dire, je suis partie au Monténégro et en Bosnie. Et c'est quand tu arrives là, tu te dis, mais où sont les Noirs en fait? En fait, tu vois des gens, tu vois des touristes et tout, mais il n'y a pas de Noirs. Tu te dis, mais où sont les Noirs en fait? Et c'est ce que tu disais en fait, on reste dans notre zone de confort. Et il y a tellement de choses à visiter, tellement de choses à voir et tout. Et malheureusement, ouais. Et c'est l'avantage qu'offre l'Europe d'être dans l'espace Schengen, de pouvoir voyager un peu partout et de bouger. Et ouais, franchement, c'est quelque chose à faire. En tout cas, moi, j'ai pris ce chemin-là et je ne compte pas m'arrêter. Ça t'enrichit, ça t'enrichit personnellement. Oui, tout à fait. Ça. Et ton premier retour, toi, tu l'as vécu comment? Alors, mon premier retour, ouais, là, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment vu le changement en fait. J'ai vu que j'avais évolué et que je pensais même plus de la même façon que les personnes avec qui je traînais et ça se sent. Et ils n'hésitent pas aussi à te le dire en fait. Oui, ils te le disent carrément. Ah ouais, mais pourtant avant tu dis oui, mais j'ai vu que voilà, je pouvais faire autrement et que j'avais le droit d'avoir mes propres pensées, mes propres idées, sans pour autant pour vous critiquer ni quoi que ce soit, mais voilà, je préfère avoir mes propres idées et voilà, avoir mes valeurs qui me sont propres. Et ton entourage, lui, il a changé son regard envers toi? Ce qui t'a plus vu aujourd'hui comme ah, Maïmouna, bah, elle a grandi, c'est une femme, etc. Ou tu restes l'enfant Ah oui, je reste l'enfant, oui. Dans ma famille, on te couve, même je pense à 30 ans, 40 ans, on va tout le temps te couver. Donc, plus que je suis la petite dernière aussi. Ah, donc, ouais. Donc, ça joue beaucoup, ouais, tout à fait. Ouais. C'est spécifique aux femmes aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est exactement ce que je t'entends dire. Toi, je sais que tu vas faire un autre tour. Je pense que de ce que j'ai entendu, je pense que c'est très spécifique aux femmes. Ça veut dire que là, surtout, j'imagine pour un papa, voilà, un papa, sa fille, c'est son bijou, voilà. Ça veut dire que peu importe ce qu'elle fera ou ce qu'elle va créer, ou non, ça restera toujours son petit bébé, voilà. Donc, par contre, pour un homme, c'est un peu plus... Ça veut dire que les attentes sont pas pareilles. Ça veut dire que on va attendre de toi que tu prennes des décisions, que tu t'affirmes, que tu sois un homme, au grand sens du terme. Donc, il y a très vite, il y a cette attente. C'est vrai que quand je suis retourné, j'étais assez jeune encore, parce que vu que je suis venu plus... Je suis retourné, je suis arrivé à 15 ans, je suis retourné, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, donc du coup... 5 ans avant de repartir, ouais, quand même. 5 ans. Wow. 5 ans. Ça veut dire que quand je retourne, mon accent a changé. Mon accent a changé. Mon look a changé. Il y a changement, voilà, radical. Donc quand j'arrive, la plupart des gens, oh, c'est choqué. Bon, j'ai eu la chance que mes parents venaient très souvent en France, donc du coup, eux, ils m'ont vu évoluer. Mais c'est vrai que pour les amis, ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre. Ah ouais, t'as changé. Ah ouais, mon chien, tu vois, ta façon de parler. Ah ouais, tu vois. Donc, sinon, à part ça, non. C'est juste ce côté où, ouais, t'as changé ta façon de parler, de t'habiller. C'est plus ce côté-là. Mais sinon, les changements se sont faits bien après. Ça veut dire qu'à un moment,
on commence à attendre des choses de toi. Regarde, tu grandis là, voilà, tu vois. Chef de famille. Voilà, chef de famille, voilà, tu vois, t'as capté. Ouais. Donc, on attend beaucoup de choses de toi en retour. Ouais. Mais ça, c'est plus, c'est pas sur le premier voyage, on va dire c'était une reconnexion avec ce qu'il y avait là-bas. Ça veut dire que tu reviens, tu vois, tout le monde est un peu bizarre, tu vois. Non, mais 5 ans, c'est énorme, hein. En Ouais, vrai, c'est énorme. c'est Hein. énorme. Et surtout 5 ans, j'étais dans un univers, comme je dis, j'étais dans le 60, voilà, c'était bibliothèque, école, manchage, voilà, donc quand tu reviens, c'est un autre univers, c'est plus pareil, limite même tu as du mal à marcher avec des sandales des fois. Ah ouais. Non, mais parce que c'est vrai, parce que même en été ici, on porte tout le temps des baskets. Ouais. Donc, c'est vraiment quand tu es à la maison que tu vas mettre des sandales. Mais là, sortir avec des sandales dans la rue, tu vas... Mais après, j'ai eu la chance de retourner plusieurs fois de suite. Donc, du coup, ça m'a un peu reconnecté un peu avec là-bas, en fait. Et quand tu y retournes aujourd'hui, tu sens la différence aussi comme tu dis, les responsabilités, la posture, les attentes. Ah oui, 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 parce que, comme j'ai dit, étant un homme, en plus, père à son âme à mon petit frère, je suis le seul homme maintenant de mon père. Donc, du coup, forcément, les attentes sont plus grandes et tout. Je suis son premier fils, donc forcément, il y a des attentes plus fortes. Mais sinon, à part ça, vis-à-vis des amis... Est-ce que tu dirais, du coup, quand tu y retournes, c'est des vacances quand même ou pas? À mi-temps. Non, mais c'est vrai, c'est à mi-temps, parce que t'as les attentes de tes deux parents principaux, t'as les attentes de la famille un peu plus large, et t'as les amis. T'as les amis, donc du coup, c'est vraiment à mi-temps. C'est vraiment à mi-temps, ça veut dire qu'un temps pour les parents, un temps pour les amis. Ouais. C'est vraiment comme ça. Après, les différences par rapport à ici, comme tu as pu le voir, la Côte d'Ivoire a beaucoup évolué. Donc, il y a des différences qui pouvaient être palpables à l'époque qui ne le sont plus forcément maintenant. Ça veut dire qu'ils ont autant de musées, ils ont autant de restaurants, ils ont autant de cinéma, ils ont autant de façons de vivre qu'ici. Donc, Ouais, du je coup, confirme, ouais. quand tu y vas, c'est pas forcément un choc. C'est un choc au niveau de la température, au niveau de la végétation, voilà, mais c'est plus un choc genre je vais pas galérer pour le wifi quoi, tu vois. Je vais pas galérer pour le wifi, je vais pas galérer pour la 4G, je peux être en pleine bordure de mer et avoir la 4G et regarder ma vidéo YouTube. Donc il y a cette différence là quelqu'un qui vit là-bas, qui vit très bien aisément, il a pas forcément envie de venir ici, voilà. Mais après oui, c'est plus par rapport à la famille. Les attentes par rapport à la famille qui peuvent être changées. Ok. C'est tout. Et pour conclure ce bel échange, quel conseil vous donnerez à une jeune femme ou un jeune homme qui viendrait ici, seul? Ce que je dirais, c'est de se préparer au préalable sur un peu sur tout ce qu'on s'est dit. Donc déjà, préparer son départ de manière professionnelle et même personnelle, c'est se dire se demander pourquoi on y va et vraiment définir le pourquoi et en fait se dire que je ne veux pas tout savoir directement dès aujourd'hui ce que je vais faire dans 5 ans ou même dans 10 ans, mais partir avec un point de départ et le construire au fil des années, au fil des expériences. Et c'est aussi s'ouvrir, avoir une belle ouverture d'esprit sur les gens, les personnes qu'elle va rencontrer, les cultures qu'elle va rencontrer, les différences, et se dire, je suis vraiment là pour m'enrichir, me découvrir le monde. Comme ça, demain, ça fera la personne que je suis. Et être très ambitieux parce que surtout quand on vient d'Afrique, on construit jamais pour soi, on construit toujours pour les gens qui sont derrière nous, que ce soit au pays, que ce soit nos frères ou nos sœurs. Donc se dire, il faut que j'aille le plus loin possible et que je fasse le maximum possible pour demain laisser une trace qui sera légitime pour les autres. C'est très beau. Et Mouna? Alors moi, ce serait plutôt d'oser, de prendre les opportunités qui s'offrent à nous. Il y en a énormément ici et de les saisir, de se dire qu'on est là voilà, pour apprendre, on est là pour un but.
et essayer de mettre toutes les chances de nos côtés pour pouvoir arriver et réussir. Et surtout, ne pas se restreindre en fait, et de pouvoir profiter de la beauté de ce pays et des environs aussi. Oui. Et toi? Je vais revenir sur ce que mes deux sœurs ont dit. C'est vrai que, bon, je vais parler pour la France. Après les autres pays, je connais pas. Bon, je connais la France. Si vous venez en France, c'est un très beau pays. Il y a énormément d'opportunités. D'où le fait que le conseil que je peux donner, c'est vraiment de ne pas se fermer, d'avoir son opinion, d'avoir l'esprit ouvert et d'aller vers les autres. Ça veut dire aller vers les autres, ça va vous faciliter la vie, ça va vous permettre de découvrir de merveilleuses choses qui vont vous aider, comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent s'installer en France ou même pour ceux qui veulent retourner en Afrique. Dans les deux cas, c'est hyper important, comme les deux sœurs ont dit, de s'ouvrir l'esprit, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de prendre des décisions. Il y a à manger pour tout le monde, de façon intellectuelle comme professionnelle. Il ne faut pas s'arrêter aux personnes qui vont te dire, ah non, c'est difficile pour les Noirs en France. Oui, ça peut être difficile, mais si on veut, on peut. Moi, je reste vraiment dessus. Si on veut, on peut. Tu peux aller, même si cette école te ferme la porte, il y a d'autres façons pour pouvoir rentrer. Il y a pas qu'une seule école, il y a 15 000 écoles, il y a des formations, il y a des formations qualifiantes. On n'en parle pas assez, mais il y a des formations qualifiantes. Il y a des gens qui ont le gars, il est directeur de telle chose dans tel domaine. Toi, tu peux rentrer par la petite porte en ayant un petit BTS. Voilà. Donc, il y a 10 000 façons d'y arriver. En tout cas, en France, il y a énormément d'opportunités et d'occasions à saisir au niveau des études et même au niveau professionnel. Donc, ne vous fiez pas, ne vous arrêtez pas sur les idées qu'on va vous apporter. C'est tout. C'est beaucoup déjà. Je voudrais juste rajouter quelque chose que tu m'as inspiré, c'est vraiment quand vous venez ici, genre devenez un talent, genre vraiment devenez le meilleur dans votre domaine, Exactement. dans quel que soit, devenez vraiment une valeur ajoutée, je vous promets qu'aucune porte va se fermer, aucune Clairement. porte. Les gens vont vous rappeler, les gens vont venir vers vous, et c'est ça en fait, à la fin de la journée qui va être jugé. Oui, peut-être on va vous juger par votre apparence, mais quand vous arrivez avec un CV assez costaud, on vous ouvrira toujours les portes. Exactement. Et si vous faites votre expérience, vous montrez votre professionnalisme, vous verrez toujours les choses s'ouvriront pour vous. Et surtout aussi d'oser tester, retester jusqu'à trouver sa voie en fait. Moi je l'ai fait, ça a marché pour moi. En fait, ne pas se dire que j'ai commencé comme ça, si je recommence quelque chose, bah, je vais perdre du temps. Non, en fait, il faut tester parce que les opportunités seront toujours là. Et mieux vaut avoir un boulot où on se réveille tous les jours et on est content que voilà, d'avoir une charge mentale qui va nous épuiser sur le long terme. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi dans le sens où on a le temps aussi. Parce qu'on a trop cette image après le bac. Déjà, on croit que le bac, c'est la vie, alors que c'est qu'un début, c'est rien. Et après le bac, on se dit, bon, t'as entre 3 et 5 ans d'études, il faut faire vite, alors qu'il y a le temps. En vrai, là, le temps, ça passe vite, hein. Non, ce que tu dis, c'est hyper important, parce que je vais revenir aussi. En France, on a la chance de la reconversion professionnelle. Ouais. Ça, je sais pas, il faut que je me renseigne qui a inventé ça, quel député a mis ça en place, mais c'est une chose fantastique, parce que tu peux rentrer dans un métier et en découvrir un autre après. C'est ça. Et tu te dis, merde, je suis dans mon métier et je peux plus bouger, je fais comment? Bah, en France, tu as la reconversion professionnelle. Et ça, tu peux voilà. C'est ça. Mais tu sais, même moi, mes formations, que ce soit auxiliaire ou toutes mes formations autour aussi du coaching, j'ai toujours fait partie des bébés de la classe. Et moi, en fait, à chaque fois que je fais une nouvelle formation, je me rends compte de ça, je me dis, Amel, tu te prends trop la tête. Et je regarde les gens autour de moi, et même eux, ils me disent, mais t'es mature pour ton âge, t'as ci, t'as ça. Je suis là, ouais, mais non. Ils disaient, t'as ton temps. Chaque fois, les grands, ils me disaient, calme-toi, t'as le temps, tu vois. Et c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard.
Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous revoir, d'échanger. Ça fait un long moment là que j'avais cette interview en tête. Mais ouais, là, c'était le moment parfait. Et je pense que le fait que les années ont passé aussi, oui, ça fait très longtemps que j'avais ça en tête, ça a permis d'apporter cette expertise en plus aussi. Toi, tu as ton J'ai mon agence. compte perso et j'ai aussi mon agence où j'accompagne les petites et les moyennes entreprises dans leur développement de leur stratégie marketing et communication. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et comme vous le savez, si vous voulez parler de certains sujets qui ont été abordés ici plus en intimité, vous pouvez prendre le rendez-vous en barre d'infos. Salam!